Bien, nous allons reprendre. Donc, je suis très heureux de présenter Muriel Cahen, qui est agrégée docteur de philosophie, qui a soutenu sa thèse avec Frédéric Neff, qui est actuellement professeur en lycée, qui anime un séminaire à l'EHESS, un séminaire de métaphysique à l'EHESS, qui a été consacré à la question du temps, donc si j'ai bien compris, avec Frédéric Neff l'an dernier, et dont les recherches portent essentiellement sur la métaphysique et la philosophie de la perception, en particulier donc sur la question du temps, de la nature des propriétés et de la constitution des objets. Donc aujourd'hui, Muriel va nous parler de l'individuation des parties temporelles. Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier Madame Claudine Tircelin et Jean-Baptiste Guillon de m'avoir invité. L'organisation du colloque est très bien, notamment mon intervention va répondre sur certains points à celle de Guillaume, donc ça s'enchaîne et reprend aussi certains points de l'intervention d'hier de Sophie. Donc ça porte effectivement sur l'individuation des parties temporelles et ces parties temporelles sont posées en raison du problème du changement. Donc on fait effectivement quotidiennement l'expérience d'objets ordinaires qui changent, c'est-à-dire finalement dont les propriétés intrinsèques varient au cours du temps. Donc par exemple, une pomme qui a existé entre juin et octobre a été verte, puis rouge, sa masse, sa teneur en sucre ont augmenté. Alors, ces changements supposent que les objets qui les subissent persistent, c'est-à-dire qu'ils durent plusieurs instants, tout en préservant leur identité à travers le temps et leur changement. Donc c'est une seule et même pomme qui a existé de juin à octobre, qui a été verte puis rouge. Alors, comme l'a souligné Sophie hier, cette persistance des objets est principalement analysée de deux façons, donc je vais reprendre un peu ça rapidement. Donc soit on considère que les objets persistent en endurant, c'est-à-dire en étant complètement présents à chaque instant de leur existence. Donc ce serait la même pomme qui existerait dans son entièreté à chaque instant compris entre juin et octobre, et c'est ça qui assurerait finalement son identité. Soit on considère que les objets persistent en perdurant, c'est-à-dire en ayant différentes parties temporelles à différents moments de leur existence, ce qui expliquerait finalement que l'objet peut exister à différents moments. Donc par exemple, la pomme aurait une partie temporelle de verdeur de juin à août et une partie temporelle de maturité en septembre et octobre. Dans ce cas-là, son identité serait assurée par l'addition méréologique de ces parties temporelles. Donc, conception qui est aussi appelée quadridimensionnalisme, comme l'a rappelé Guillaume. Alors, le principal argument en faveur de la seconde conception, donc perdurantiste, est qu'elle rend compte facilement du changement, alors que la première conception, endurantiste, est confrontée à ce que Lewis appelle le problème des intrinsèques temporaires, donc qui a été présenté hier, que je rappelle rapidement, une formulation du problème à partir de cet exemple de la pomme. Donc, pour que la pomme change, son identité doit être préservée à travers ces changements. À un moment T, la pomme a la propriété d'être verte, mais pas celle d'être rouge. À un moment ultérieur T', la pomme a la propriété d'être rouge, mais plus celle d'être verte. Selon la converse du principe de l'identité des indiscernables, eh bien, ce qui est identique doit avoir les mêmes propriétés. Dès lors, soit la pomme à T est identique à la pomme à T', alors elle persiste, en ce sens elle peut changer, mais elle est à la fois verte et non verte, rouge et non rouge, ce qui est contradictoire. Soit il y a deux pommes distinctes, une verte puis une rouge, mais aucune d'elles ne change. Donc, d'après cet argument de Lewis, dans la mesure finalement où l'endurantiste tient à éviter la contradiction, eh bien, il ne peut pas rendre compte du changement. Au contraire, selon le perdurantiste, eh bien, tout comme une seule et même pomme peut être bicolore, en ayant une partie spatiale verte et une partie spatiale rouge, eh bien, une pomme peut changer de couleur, passer du vert au rouge, en ayant une partie temporelle pendant laquelle elle est verte et pas rouge, puis une partie temporelle pendant laquelle elle est rouge et non verte. Et donc dans le temps comme dans l'espace, les propriétés incompatibles, les couleurs incompatibles sont instanciées par des parties différentes, et donc la contradiction est évitée. Alors, on voit que la solution des perdurantistes au problème des intrinsèques temporaires et leur désaccord avec les endurantistes repose sur la position de parties temporelles. Donc les perdurantistes sont efforcés d'éclaircir cette notion en définissant les parties temporelles.
Alors ces définitions sont diverses, mais elles dégagent toutes certaines conditions en commun pour qu'un objet X soit une partie temporelle d'un objet Y, et j'appellerai l'ensemble de ces conditions la définition commune des parties temporelles. Donc tout d'abord, X doit être une partie de Y. Ensuite, X doit être limité dans le temps, et c'est une partie propre de Y, sa durée doit être inférieure à celle de Y. Ensuite, X ne doit pas être une partie spatiale ni une partie spatio-temporelle de Y. Elle doit être une partie proprement temporelle. Et ceci est souvent assuré dans les définitions en notant que X doit recouvrir toutes les parties de Y pendant sa durée, pendant la durée de X. Donc en d'autres termes, les perdurantistes définissent une partie temporelle X comme un objet qui comprend tout le contenu matériel de la région spatiale occupée par un objet Y pendant un intervalle fini de temps qui est la durée de X. Alors cette condition, elle permet d'assurer que différentes parties temporelles occuperont des intervalles de temps différents aussi. Et à ces conditions-là qui font partie de la définition, on peut ajouter une condition, qui est que pour qu'une partie temporelle puisse résoudre le problème des intrinsèques temporaires, eh bien, elle ne doit pas elle-même comprendre de changement. Donc, on peut ajouter qu'il ne doit pas y avoir de changement au sein de X. Alors, plusieurs objections ont été soulevées par les endurantistes contre cette conception perdurantiste, et un des arguments les plus classiques a été donné par Van Inwagen en 1990, qui se formule ainsi. Donc la première prémisse de l'argument, c'est que la durée d'une partie temporelle est nécessaire. Donc l'exemple de Van Inwagen, c'est que si une partie temporelle de Descartes dure 1 an dans le monde actuel, alors elle durera 1 an dans tous les mondes possibles. Deuxième prémisse, c'est que selon le perdurantiste, une chose est une somme de parties temporelles. Donc troisièmement, par conséquent, si les relations transmondaines à travers les mondes possibles sont des relations d'identité, alors la durée des choses est nécessaire. Donc par exemple, si Descartes est une seule et même personne, un seul et même individu dans tous les mondes où il existe, alors il a la même durée de vie dans tous ces mondes. Mais quatrièmement, la durée de vie des choses est contingente. C'est-à-dire que Descartes, qui a vécu 54 ans dans le monde actuel, aurait pu vivre plus longtemps. Il y a donc des mondes possibles où Descartes vit plus longtemps. Alors, puisque la quatrième proposition est manifestement vraie, Van Inwagen dit que le perdurantiste doit renoncer au présupposé de la troisième proposition, c'est-à-dire qu'il doit renoncer à la théorie de l'identité à travers les mondes au profit de la théorie des contreparties. Théorie selon laquelle ce ne sont pas les choses du monde actuel elles-mêmes, Descartes lui-même, qui existent dans d'autres mondes, mais seulement des contreparties qui lui ressemblent sans lui être identiques et qui donc peuvent avoir une durée différente. Mais selon Van Inwagen, la théorie des contreparties étant fausse, il en conclut que le perdurantisme est faux. Alors, je n'examinerai pas ici les raisons qui poussent Van Inwagen à rejeter la théorie des contreparties. Je note simplement que cette théorie est contestée et qu'il est préférable qu'une théorie donnée, ici le perdurantisme, n'implique pas une autre théorie qui elle-même n'est pas consensuelle, ce qui est pourtant, pour Van Inwagen, le cas du perdurantisme. Pourtant, comme l'a montré Mark Heller, bien, la première prémisse de l'argument de Van Inwagen, selon laquelle la durée d'une partie temporelle est nécessaire, n'est valable que dans une certaine interprétation de la définition commune des parties temporelles, une interprétation qu'il nomme Bunder, parce qu'elle individue une partie temporelle par ses limites temporelles actuelles. Donc, dans cette interprétation, la première partie temporelle de la pomme, c'est la pomme entre t et t'. La première partie temporelle de Descartes, c'est, disons, Descartes entre 1596 et 1604, et donc leurs durées sont nécessaires. Mais Heller souligne qu'une autre interprétation est possible, une interprétation qu'il nomme principiste, parce qu'elle individue les parties temporelles selon un principe d'unité intrinsèque, qui peut être la qualité, la fonction, le rôle causal, le caractère naturel, et ainsi de suite. Donc, par exemple, un principiste dira que la première partie temporelle de la pomme, c'est la pomme verte ou la pomme non comestible, que la première partie temporelle de Descartes, c'est la prime jeunesse de Descartes, et que la seconde, c'est Descartes élève à la flèche. Et dans ce cas-là, la durée des parties temporelles n'est plus du tout nécessaire, elle est parfaitement contingente.
Donc le principisme a un énorme avantage sur le bounding, c'est qu'il permet d'invalider la première prémisse d'une objection très classique faite au perdurantisme. Mais malgré cela, et c'est ça qui est étonnant, l'écrasante majorité des perdurantistes sont des bounders, et on peut citer parmi eux notamment Lewis, Sider et Heller lui-même, comme il a été noté tout à l'heure. Alors, j'examinerai d'abord les raisons qu'ont la majorité des perdurantismes de faire ce choix d'être bounder, puis je critiquerai le bounding, et je proposerai finalement une nouvelle conception principiste qui puisse répondre à la fois aux objections des endurantistes et à celles des bounders. Alors, la première raison d'être bounder, c'est que les bounders ont proposé des réponses quand même à l'argument de Van Inwagen. Par exemple, Sider dit que Descartes peut avoir dans un monde possible simplement une partie temporelle de plus ou de moins qu'il n'en a actuellement. Donc dans ce cas-là, sa durée de vie serait contingente malgré la nécessité de la durée de chacune de ces parties. Donc là, ça met finalement face à l'argument de Van Inwagen, le bounding sera même à égalité, si vous voulez, avec le principisme. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est qu'étant donné un intervalle temporel I, occupé par un objet Y, eh bien, les limites temporelles d'un de ces sous-intervalles, donc sous I, semblent suffisantes pour individuer un objet, X, qui satisfait les conditions de la définition commune des parties temporelles. Donc finalement, les limites temporelles suffiraient à bien individuer les parties temporelles. Alors d'abord, c'est vrai que le fait que l'intervalle de temps I recouvre complètement l'intervalle sous I, le sous-intervalle sous I, assure que l'objet Y recouvre complètement l'objet X, et que dans ce cas-là, effectivement, X est une partie de Y, ce qui est la première condition. Ensuite, puisque les limites des parties là, sont définies en termes d'instants, ce sont des limites proprement temporelles et pas spatiales. Enfin, en découpant finalement les parties temporelles de l'objet en fonction des sous-intervalles de l'intervalle de temps qu'il occupe, eh bien, le bounding fonde la structure méréologique de l'objet, la structure méréologique temporelle de l'objet, dans la structure méréologique de l'intervalle de temps qu'il occupe, et ça garantit une correspondance donc, entre ces deux structures et une correspondance entre les sous-intervalles de I et les parties temporelles de l'objet Y. Or, cette correspondance, eh bien, elle permet d'assurer que des parties temporelles différentes occupent des intervalles de temps différents, comme l'exige la définition commune, et elle permet ensuite, à la simple mention des limites temporelles d'une partie, de la distinguer numériquement des autres parties, même si elles lui sont qualitativement identiques. Donc il y aurait une individuation pleine et entière des parties temporelles. Alors une troisième dernière raison d'adopter le bounding et là de le préférer au principisme, c'est que les principes d'individuation proposés par les principistes sont critiquables, notamment ils semblent arbitraires et insuffisants. Donc je rappelle que ces principes sont variés selon les auteurs. Certains proposent la qualité, d'autres la fonction, la substantialité, la naturalité. Mais la plupart des parties temporelles peuvent indifféremment être individuées par l'un ou l'autre de ces principes. Par exemple, la première partie temporelle de la pomme peut être individuée par sa couleur verte ou son incapacité à servir d'aliment, la seconde par sa couleur rouge ou par sa fonction d'aliment. Et finalement, puisqu'aucun de ces principes n'est plus directement temporel que les autres, eh bien le choix d'un des principes proposés par le bounder à l'exclusion des autres semble, à Heller, à la fois arbitraire et artificiel. Au contraire, le bounding propose un unique principe d'individuation et qui est directement temporel. Alors, on peut ajouter à ce caractère arbitraire que la pluralité des principes d'individuation, elle est redoublée par la pluralité d'application de chacun de ces principes. Donc, par exemple, la qualité peut permettre d'individuer la première partie temporelle de la pomme par sa couleur verte, mais aussi par son acidité. De même, la fonction peut individuer la seconde partie temporelle de Descartes par son rôle d'élève à la Flèche ou par le fait que c'est un résident du Maine, puisque le collège de la Flèche est dans le Maine. Donc, le problème, c'est qu'il y a des pommes qui sont vertes, mais qui ne sont pas acides. Et il y a évidemment des résidents du Maine qui ne sont pas élèves à la Flèche. Donc, finalement,
ces différents principes ne suffisent pas à rendre compte de l'identité numérique d'une partie temporelle à travers ces différentes individuations. Donc le principisme échouerait à rendre compte de l'identité numérique des parties temporelles. Enfin, ces principes ne suffisent pas non plus à rendre compte de la distinction numérique des parties temporelles. C'est notamment le cas, par exemple, de la qualité. Si en reprenant un exemple de Lewis, si l'individu Philippe est successivement sobre, puis ivre, puis de nouveau sobre, mais qui ne subit aucun autre changement, eh bien, le principe de la qualité ne permet pas de distinguer la première et la troisième partie temporelle de Philippe. Et de même, la fonction de chef d'État ne permet pas d'individuer une unique partie temporelle de Napoléon Bonaparte. Alors, sauf à admettre qu'une même partie temporelle peut être temporellement éparpillée et séparée par d'autres, ce qui est quand même problématique, eh bien, les principes proposés sont insuffisants à rendre compte de la distinction numérique des parties temporelles, étant donné qu'ils sont aussi insuffisants à rendre compte de leur identité et qui semblent arbitraires, eh bien, la majorité des perdurantistes sont Bounder. On pourrait ajouter d'ailleurs le problème du vague présenté tout à l'heure. Alors, cependant, le Bunding lui-même pose également une série de problèmes. Alors, tout d'abord, je ne suis pas sûre qu'un Bounder puisse réellement maintenir la théorie de l'identité des parties temporelles à travers les mondes, puisque les mondes possibles sont finalement, par définition, temporellement déconnectés. Eh bien, ils relèvent de systèmes temporels distincts, puisque certains Bunders disent qu'ils peuvent maintenir la théorie de l'identité. Mais en fait, puisqu'il y a des systèmes temporels distincts, rien n'assure finalement que les instants qui permettent d'individuer une partie temporelle dans un monde suffisent à l'identifier dans un autre monde. Donc finalement, malgré la réponse de Sider à l'argument de Van Inwagen, eh bien, le Bounder serait aussi contraint d'adopter une théorie des contreparties. Et d'ailleurs, Heller accepte cela plus ou moins pour ces raisons. Ensuite, donc indépendamment de ce problème-là, même au sein d'un monde donné, on peut douter de la capacité de la structure temporelle du temps à déterminer, à fonder la structure méréologique des objets matériels. Alors, la réponse à ce doute dépend de la conception du temps, donc substantialiste ou pas, qu'on adopte, et la conception qu'on a de la relation entre le temps et les objets. Donc j'examine les différentes conceptions possibles pour voir si elles sont compatibles avec le Bunding. Alors, tout d'abord, on peut être non substantialiste sur le temps, et c'est-à-dire soutenir que le temps et les instants n'ont pas d'existence indépendamment des objets et des événements qui sont dans le temps, mais que leur structure est dérivée des structures d'objets et d'événements. Mais puisque la fondation est une relation asymétrique et qui implique une certaine indépendance du fondement vis-à-vis du fondé, eh bien le Bunding, qui lui au contraire fonde la structure des objets dans la structure du temps, eh bien suppose une certaine structure primitive du temps et donc est incompatible avec le non-substantialisme. Il suppose finalement une conception substantialiste du temps, donc conception selon laquelle le temps et sa structure sont fondamentaux, qui ne sont pas dérivés. Alors, le substantialisme prend deux formes, une forme dualiste et une forme moniste. Donc, selon le substantialisme dualiste, l'existence du temps est indépendante et distincte de celle des événements, mais donc ce sont deux entités séparées, le temps et les objets ou événements, et les objets et événements simplement occupent le temps, comme l'a rappelé Guillaume tout à l'heure. Il y a cependant un argument de McDaniels, alors qui concerne la relation d'occupation spatiale, mais qui est facilement applicable à la relation d'occupation temporelle, qui montre que la relation d'occupation, finalement, ne permet pas à la structure du temps de déterminer celle des objets. Alors, il y a deux prémices à cet argument. La première est que la structure est une propriété intrinsèque, parce qu'elle est préservée par la duplicata. Et la seconde prémisse, c'est le principe de Hume, qui dit donc qu'il n'y a pas de connexion nécessaire entre les propriétés intrinsèques d'objets distincts. Donc la conséquence, c'est que le substantialisme dualiste, qui soutient que le temps et les objets ont des existences distinctes, eh bien, ne peut pas soutenir que la structure des objets est nécessairement déterminée par la structure des intervalles de temps qu'ils occupent.
Donc le bounding est aussi incompatible avec le substantialisme dualiste, et en fait il implique d'adopter un substantialisme moniste, aussi appelé supersubstantialisme, qui est défendu notamment par Sider, par Schaeffer, et qui soutient que le temps et les objets ne forment qu'une seule et même entité. Donc là forcément la structure des objets est identique à celle du temps, puisque c'est une seule entité, conformément au bounding. Alors, cela pose... donc finalement, voilà, là, on a des alternatives exhaustives, hein, substantialisme ou non-substantialisme, monisme ou dualisme. Donc, vraiment, le bounding implique le substantialisme moniste, et c'est problématique. D'abord parce que, tout comme la théorie des contreparties, c'est une théorie qui est intrinsèquement contestée. Ensuite, parce que le supersubstantialisme prive les perdurantistes de l'avantage de la résolution du problème des intrinsèques temporaires. Alors, il les prive de cet avantage parce qu'il invalide une objection perdurantiste à une réponse endurantiste à ce problème. Alors, la réponse endurantiste a été exposée hier. Hein. Elle consiste à indexer les propriétés incompatibles à des temps différents, et donc dire que la pomme est verte à t et la pomme est rouge à t'. Et l'objection perdurantiste, qui est celle de Lewis finalement, dit que cela transforme les propriétés en relation à des temps et cela les rend extrinsèques alors que ces propriétés sont intrinsèques. Cependant, dans un cas de supersubstantialiste, où les temps sont identiques à des parties des objets et inversement, eh bien, l'indexation des propriétés intrinsèques à des temps ne les rend pas plus extrinsèques que leur assignation à des parties des objets, puisque c'est la même chose. Or, l'assignation des propriétés incompatibles à des parties des objets est acceptée par tous les perdurantistes, c'est le principe même du perdurantisme. Donc finalement, puisque le bounding n'est compatible qu'avec le supersubstantialisme, eh bien, il prive le perdurantisme de sa principale justification face à l'endurantisme. Alors, plus généralement, et indépendamment de la considération des liens entre le supersubstantialisme et le bounding, il n'est pas sûr que le bounding puisse réellement résoudre le problème des intrinsèques temporaires. En effet, selon le bounding, puisque le temps est arbitrairement et infiniment divisible, les objets le sont aussi. Alors c'est ce que Van Inwagen appelle la doctrine des parties temporelles arbitraires, je dirais DATP pour faire plus court, et qui est soutenue par tous les bounders, et c'est finalement ce que Guillaume a appelé l'ontologie explosive. Alors, d'après la DATP, les limites de n'importe quel sous-intervalle de l'intervalle de temps occupé par un objet permettent d'individuer une partie temporelle de cet objet. Donc, par exemple, le découpage d'un intervalle de temps 30 août, 5 septembre individue une partie temporelle de la pomme. Mais si la pomme passe du vert au rouge le 3 septembre, donc au milieu de cet intervalle, eh bien, finalement, la partie temporelle ainsi individuée ne permet pas de résoudre le problème des intrinsèques temporaires, puisqu'elle comprend un changement. Donc, finalement, le bounding ne satisfait pas la dernière des conditions pour être une partie temporelle. Alors, un bounder répondra que la doctrine des parties temporelles arbitraires implique forcément que cette partie, 30 août, 5 septembre, recouvre des parties plus courtes qu'elle, qui n'ont chacune qu'une seule couleur, et qui donc suffisent à répondre au problème. Cependant, à partir de la seule considération de l'intervalle de temps de 3 mois occupé par la pomme, il n'y a absolument rien qui permet de décider si ces parties temporelles ou ces intervalles doivent être d'une semaine, d'un jour, d'une minute, d'une heure. Donc, finalement, ce n'est pas seulement les parties temporelles du bounder qui sont arbitraires, c'est aussi leur principe d'individuation. Et c'est plus problématique. D'ailleurs, les bounders se sont efforcés d'éviter ce problème, donc cet arbitraire, et aussi la possibilité de changement au sein des parties, en restreignant des ATP et en limitant finalement les sous-intervalles de I à des instants. Donc on passe ainsi de des ATP à des ITP, la doctrine des parties temporelles instantanées, selon laquelle un objet a une partie différente à chaque instant où il existe. Alors, pourtant, si un objet, ce qui est possible, ne change pas pendant un intervalle de temps, une série d'instants, eh bien, des ITP impliquent, et des ATP autorisent, qu'il y ait des parties qualitativement et spatialement identiques, immédiatement successives, mais qui pourtant seront numériquement distinguées.
c'est notamment ce que note Lewis, je cite, « Il est possible que deux étapes d'une personne existent successivement, l'une juste après l'autre, mais sans recouvrement. Bien plus, les qualités et la localisation de la seconde lorsqu'elle apparaît peuvent correspondre exactement à celles de la première lorsqu'elle disparaît. » Mais lorsque cette possibilité est réalisée, bien finalement, il n'y a plus rien d'intrinsèque à ces parties qui justifie l'apparition de l'une et la disparition de l'autre, ni même leur distinction numérique. Et donc le Bunding met dans ce cas-là le perdurantisme face à une objection récurrente qui a été d'abord formulée par Thomson, selon laquelle finalement le perdurantisme est une métaphysique folle, dans lequel il y a des entités qui apparaissent et disparaissent constamment ex nihilo et sans raison. Ensuite, et ça c'est Johnson qui le souligne, ces apparitions et disparitions, elles ne sont pas non plus justifiées par la résolution du problème des intrinsèques temporaires, puisque finalement la solution à ce problème ne requiert de nouvelles parties temporelles que lorsque l'objet change, et pas à chaque instant. Donc en d'autres termes, le Bunding il finit par distinguer sans raison des entités qui paraissent identiques, et corrélativement, eh bien, il prive ces entités de son identité et de son unité propre. Alors, cette absence d'unité intrinsèque des parties temporelles est affirmée et assumée par les Bunder. Et Lewis, je cite encore, dit que les parties temporelles sont de simples subdivisions, et non, je cite encore, des subdivisions bien démarquées qui tiennent lieu d'une unité dans une explication causale. Alors, outre que cela bloque une explication courante de l'unité des objets en termes de relation causale entre les parties temporelles, l'absence de démarcation de ces parties rend finalement ces parties également artificielles. Dans les termes de Smith et Varzi, ce seraient des frontières fiat, dépendantes d'une décision humaine extrinsèque à l'objet, et pas des frontières bona fide en bonne et due forme. Et par conséquent, les entités qu'elles délimitent, c'est-à-dire les parties temporelles, seraient également des objets fiat et non des objets bona fide. Donc cela remet finalement leur statut d'objet en question. Et puisque, selon la définition commune d'une partie temporelle, eh bien, une partie est un objet, ça remettrait même aussi leur statut de partie temporelle en question. Alors, ceci est gênant en soi, et c'est d'autant plus gênant que les objets qui soulèvent le problème des intrinsèques temporaires, c'est-à-dire des objets qui changent, des objets hétérogènes, ils ont des parties qui sont des parties bona fide. Donc, un exemple parlant, je pense, c'est la vie d'un papillon qui semble naturellement, intrinsèquement divisé en trois parties, la larve, la chrysalide et puis l'imago. Au contraire, comme le souligne Daou, si on dit que tous les objets sont arbitrairement et infiniment divisés, eh bien on traite tous les objets comme des homéomères ou comme du stuff, et c'est illégitime parce que ce n'est pas le cas. Donc finalement, le Bunding masque les parties temporelles bona fide, objets vraiment des objets, pour les remplacer par des entités fiat. Et ce faisant, il prête le flanc à une nouvelle objection endurantiste, mais qui est récurrente, selon laquelle eh bien, les parties temporelles, c'est simplement incompréhensible. C'est notamment ce que dit Simons. Alors, pour que le perdurantisme soit acceptable, il doit, contrairement au Bunding, individuer des parties temporelles bona fide, avec une unité intrinsèque, et conformément au principisme, il doit les individuer à partir de cette unité elle-même. Il doit, ce faisant, éviter à la fois les objections des endurantistes et les objections des Bunder, notamment l'objection selon laquelle eh bien, les principes proposés sont arbitraires. Donc je propose une solution. Alors, en fait, puisque l'hypothèse de l'existence de parties temporelles est avant tout justifiée par le problème des intrinsèques temporaires, eh bien, un principe d'individuation sera finalement légitime dans la mesure exacte où il permet de résoudre ce problème. Et, comme je l'ai signalé, pour résoudre le problème des intrinsèques temporaires, il suffit d'accepter au perdurantisme ce que McDaniels appelle le principe de variation qualitative, en l'appliquant au temps. Alors, en l'appliquant au temps, ce principe stipule, donc je transforme la formulation de McDaniels, que si un objet présente des variations qualitatives au cours du temps, c'est-à-dire des changements, alors il a des propriétés incompatibles F et G,
et différentes parties temporelles, une qu'instancie F et l'autre qu'instancie G. Alors, en assurant que les propriétés incompatibles occupent des parties différentes, ce principe résout le problème des intrinsèques temporaires. Ensuite, ce principe fonde la distinction des parties dans l'incompatibilité des propriétés de l'objet. Donc, il justifie entièrement l'individuation des parties temporelles et leur position par la résolution de ce problème. Finalement, un objet aura exactement autant de parties temporelles qu'il a successivement de propriétés incompatibles ou de groupes incompatibles contenant chacun des propriétés simultanées. Donc une individuation des parties temporelles qui repose sur ce principe sera justifiée et non arbitraire. Alors, puisque la succession de deux propriétés intrinsèques incompatibles ou de deux groupes incompatibles de propriétés simultanées est un changement intrinsèque de l'objet, eh bien, le principe d'individuation le plus légitime du parti temporel, c'est son absence de changement intrinsèque, ou de façon équivalente, son identité qualitative à travers le temps. Donc, il faut distinguer des parties temporelles à chaque changement, mais seulement à chaque changement, et finalement décrire une partie temporelle par l'énumération complète de ses propriétés intrinsèques. Alors, sur cette base, je définis une partie temporelle X d'un objet Y par trois conditions. Premièrement, X est une partie de Y. Deuxièmement, X ne recouvre pas de changement intrinsèque. Et troisièmement, X recouvre tout le contenu matériel de Y entre deux changements intrinsèques. Et je considère le début et la fin de l'objet Y comme des changements intrinsèques. Donc en d'autres termes, une partie temporelle, c'est un objet qui est une partie d'un autre objet. Elle ne comprend aucun changement intrinsèque et elle dure tant que le tout auquel elle appartient ne change pas. Corrélativement, on dira que W et X sont deux parties temporelles distinctes de Y, si, premièrement, W et X sont des parties de Y, que deuxièmement, chacune recouvre tout ce qui fait partie de Y pendant sa durée, et que, troisièmement, Y subit au moins un changement intrinsèque pendant l'intervalle de temps continu qui recouvre W et X. Alors, cette conception, elle respecte la définition commune des parties temporelles, puisque les parties étant distinguées par des changements, elles sont spécifiquement temporelles, que si l'objet présente des changements, leurs durées sont inférieures à celles de leur tout. La condition 2 du corollaire, donc sur le handout, assure que les parties distinctes occupent des intervalles de temps différents, et la condition 2 de notre définition assure qu'aucune partie temporelle ne recouvre de changement. Donc, contrairement au bunding, ça permet de résoudre le problème des intrinsèques temporaires. Ensuite, les objections des endurantistes sont évitées. D'abord, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'un objet change continuellement, eh bien, les parties temporelles ne sont pas nécessairement instantanées. C'est notamment en cela que ma conception se distingue de celle de Russell. Ensuite, puisque donc, la durée d'une propriété qualitative est contingente, eh bien, la durée des parties temporelles l'est aussi, comme dans toute conception principiste. En outre, alors, lorsqu'un objet change continuellement, parce que ça arrive, il aura des parties instantanées, mais la distinction numérique de ces parties sera justifiée par leur distinction qualitative. Ensuite, les parties temporelles telles qu'on les conçoit sont bien dotées d'une unité et d'une identité bien définies, notamment par l'énumération complète de toutes leurs propriétés intrinsèques, et donc en cela, elles ne sont pas vagues. Et corrélativement, la division d'un objet en parties temporelles est bien univoque. Les parties temporelles sont délimitées par les changements et seulement par les changements. Ce sont donc des parties temporelles bona fide et qui sont intelligibles par les perdurantistes. Les endurantistes, surtout. C'est ça qui importe. Enfin, notre proposition, elle préserve l'avantage perdurantiste de la résolution du problème des intrinsèques temporaires en n'impliquant pas le supersubstantialisme. En effet, puisque le principe de la variation qualitative, quand il est appliqué au temps, fonde la distinction des parties dans l'incompatibilité de leurs propriétés et pas dans la distinction de sous-intervalles de temps, eh bien, il ne présuppose pas une structure du temps substantielle et absolue. Donc, il ne suppose pas le substantialisme. Il ne l'interdit pas non plus d'ailleurs,
du moins si c'est un substantialisme dualiste, puisque, donc d'après le principe de Hume, si les objets et le temps sont des entités distinctes, eh bien le temps pourrait préserver sa structure absolue, même si la structure des objets est déterminée par des changements intrinsèques. Donc, on a évité les objections des endurantistes. On voit qu'on peut éviter aussi les objections des Bunders. Donc d'abord, puisqu'il y a une seule énumération complète des propriétés intrinsèques d'une partie, il n'y a qu'une seule façon de l'individuer. Donc le principe proposé est suffisant pour rendre compte de l'identité numérique de chaque partie. Il n'y a pas des parties temporelles dont l'identité varierait à travers les individuations. Ensuite, la deuxième condition de notre définition permet de distinguer numériquement deux parties temporelles qualitativement identiques. Donc notamment si Philippe passe de la sobriété à l'ivresse, premier changement, puis de l'ivresse à la sobriété, deuxième changement, eh bien, il y a deux changements qui, d'après la condition 2 de notre définition, permettent bien de distinguer la première et la troisième partie temporelle de Philippe. Alors, s'il ne subit aucun changement, c'est une seule et même partie temporelle étendue. Donc, finalement, le principe d'individuation des parties temporelles qu'on a proposé répond aux objections à la fois des endurantistes et des principistes, mais il soulève également lui-même de nouvelles objections. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais en examiner rapidement 3. Alors, la première objection, c'est que puisque notre hypothèse accepte l'existence de parties temporelles qui sont indivises mais qui sont étendues dans le temps, donc l'existence notamment de simples étendues, eh bien notre hypothèse admet des parties temporelles qui n'ont pas de sous-parties et donc qui sont endurantes. Et on pourrait penser que du coup notre conception relève au moins autant de l'endurantisme que du perdurantisme. Alors, à cette objection, on pourra répondre que l'absence de sous-parties au sein des parties temporelles n'empêche pas les objets qui changent de persister en ayant des parties temporelles, d'avoir des parties temporelles, et donc de perdurer. Donc finalement, je propose de distinguer deux manières de persister, en ayant ou pas des parties temporelles, et donc en perdurant ou pas, mais cette distinction, elle est complètement justifiée par une différence profonde entre ce qui change, c'est-à-dire les objets qui changent, et ce qui ne change pas, c'est-à-dire les objets qui ne changent pas, et les parties temporelles. Alors, une seconde objection serait que, dans notre hypothèse, eh bien, la somme des 3 premières parties temporelles d'un objet qu'on compte 10 recouvre 2 changements. La somme des 3 premières parties temporelles recouvre au moins 2 changements, et donc elle ne constituerait pas une partie temporelle de cet objet, ce qui est contraire au sens généralement admis de partie temporelle. Alors, cette objection est vraie, mais j'y répondrai en disant que j'ai voulu ici finalement donner le sens primitif d'une partie temporelle, celui qui est exigé par la résolution du problème des intrinsèques temporaires et qui définit une partie temporelle ultime. Donc après, si la somme de telles parties, quand elles sont successives, peut être considérée comme formant une partie temporelle d'un objet, ce sera en un sens dérivé. J'ai le temps pour une dernière objection. Bien sûr. Bon. Dernière objection, elle consisterait à rejeter le principe de la variation qualitative et à nier que finalement un changement de propriété suffise à distinguer des parties. Alors, on pourrait soutenir cette objection en s'appuyant notamment sur l'analyse de Parsons du changement, qui explique le changement d'un objet par la possession, donc par cet objet, d'une unique propriété intrinsèque distributionnelle. Donc, par exemple, la pomme qui change de couleur n'a pas fondamentalement, elle n'a pas différentes propriétés de couleur. Fondamentalement, elle a telle distribution de couleurs, et c'est une unique propriété distributionnelle intrinsèque. Donc là, il n'y a plus, d'un point de vue fondamental, il n'y a plus de variété de propriétés, ni d'incompatibilité qui justifierait une distinction de parties. Alors, à cette objection, je répondrai que ces propriétés distributionnelles, même si elles sont fondamentales, elles impliquent quand même d'autres propriétés. Donc, la propriété d'avoir telle distribution de couleurs dans le temps implique quand même, même si c'est un niveau dérivé, eh bien, la succession de différentes couleurs incompatibles. Auquel cas, eh bien, cette succession et leur incompatibilité et les changements, donc tout ça est équivalent entre ces parties, suffirait
à assurer la distinction, enfin la division de l'objet en parties temporelles. Alors, pour conclure, j'avouerai que les arguments que j'ai présentés ne suffisent pas à invalider définitivement le bounding et ils ne prétendent pas le faire. Hein. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que, indépendamment de la conception du temps qu'on adopte, eh bien, le principisme peut proposer un principe d'individuation des parties temporelles qui me semble mieux justifié que le bounding et qui est surtout plus apte à répondre aux objections des endurantistes pour défendre le perdurantisme. Je vous remercie. Merci Muriel.